Voilà, donc j'ai le plaisir d'être dans le cadre de cette journée, cette 25e journée du MJLF, avec le docteur Sauveur Boukris, Salvador, enfin guéri lorsque la médecine classique ne suffit plus, donc j'ai déjà suivi votre conférence. Mais donc, vous distinguez, excusez-moi d'entrer vite dans le vif du sujet, vous distinguez les médecines douces et les médecines parallèles. Enfin, je sais pas, il y a toute une distinction sémantique. Non, je dis que on ne devrait pas appeler ça les médecines parallèles parce que, par définition, deux parallèles sont des droites qui ne se croisent pas. Et moi, au contraire, dans mon livre, j'explique que les médecines qu'on dit parallèles, les médecines complémentaires, sont justement en complément de la médecine classique, c'est-à-dire les médicaments ou la chirurgie. D'accord. Oui. Donc, lorsque la médecine classique, que celle que je pratique, ne suffit pas, eh ben, on doit faire appel à ces médecines complémentaires. Donc, il y a addition des méthodes, et je dis que ces médecines-là, ce sont ce que j'appelle, moi, les thérapeutiques de l'espoir, lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a plus de possibilité. C'est le dernier recours. Le dernier recours, la dernière chance. Mais qu'est-ce qui vous a amené, vous qui êtes médecin, justement, c'est une façon de rendre hommage à ce monde un petit peu qui vient prolonger, qui vient compléter? Oui, c'est parce que ça fait plus de 25 ans que j'exerce une médecine tout à fait conventionnelle et je me suis rendu compte qu'elle est quelquefois inopérante, elle a des limites et la question que je me pose, c'est une question éthique, que fait-on des malades lorsque la médecine officielle ne marche plus? À ma connaissance, on ne doit pas les abandonner, on ne doit pas se résigner, il faut justement créer des passerelles et des ponts entre la médecine orthodoxe et la médecine, je dirais, non officielle. Et les malades, en général, me sont reconnaissants lorsque j'adresse mes patients à ces thérapeutes. Une synergie, oui, effectivement. Mais alors, est-ce que vous pouvez énumérer un petit peu les... Oui, c'est ça. Oui. Ça va de ce qu'on connaît très classiquement, l'acupuncture, l'homéopathie, mais il y a aussi l'ostéopathie, il y a toutes les thérapeutiques liées à l'hypnose, la méditation, et puis je parle aussi de choses un peu plus contemporaines, comme la phagothérapie, c'est-à-dire les virus qui viennent manger des bactéries, et ça marche très bien pour les infections nosocomiales ou pour les gens qui ont des résistances aux antibiotiques. Et puis, il y a les neurones miroirs. Les neurones miroirs, oui. C'est pour tout ce qui est les douleurs frontaux. Et lorsque l'on met un miroir entre des jambes de quelqu'un d'amputé, eh bien, on se rend compte qu'il retrouve la sensibilité et la douleur disparaît. Donc ça s'appelle la thérapie miroir, les neurones miroirs. Et ça marche très bien. Et je parle aussi de façon très détaillée de ce que j'appelle les guérisons inexpliquées ou les auto-guérisons. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de maladies graves, comme l'insuffisance cardiaque, l'hépatite C, les cancers, qui guérissent sans qu'on sache vraiment pourquoi. Alors moi j'émets une hypothèse, je pense que l'on a en nous des forces dormantes, insoupçonnées, qui lorsque l'on est convaincu de la volonté de guérir, lorsque l'on veut vraiment guérir, alors que l'on aille à Lourdes ou dans d'autres lieux de pèlerinage, la foi doit stimuler ces forces dormantes et ça permet la guérison. Donc il y a un rapport entre médecine et religion en quelque sorte? En tous les cas, entre médecine et prière, quelles que soient les religions monothéistes. Et dans mon livre, je parle de l'influence de la prière qui est souvent source de guérison, et que ce soit la prière que l'on fait soi-même ou la prière des autres qui peuvent vous influencer. Oui. Je pense que l'optimisme fait partie des armes thérapeutiques. Oui, l'autre jour, vous parlez de la méthode Coué, je crois. Voilà, la méthode Coué. Le placebo. Voilà, je crois que lorsque l'on a la volonté de guérir, cette volonté doit décharger en nous des forces. Peut-être qu'un jour on saura quelle substance chimique ça génère. Et cette volonté de guérir provoque parfois la guérison. Donc vous êtes intéressé aussi par la psychosomatique, quelque part? Absolument, je pense qu'il y a des liens, on ne peut pas séparer évidemment le psychisme du somatique. Et je dirais que la médecine a des mystères, mais aussi la guérison connaît des mystères dont on n'a pas tout percé.
on ne connaît pas exactement pourquoi certains patients guérissent alors que d'autres, face à une même maladie, ne guérissent pas. Là, c'est l'impact et l'influence du psychisme, de la volonté de guérir sur le corps. Alors par exemple, si on prend le cas de la Lune, oui. Est-ce que la Lune, ça joue dans les interventions, dans le cycle de la guérison Il y a, je ne sais pas si la Lune en particulier a un impact, mais en tous les cas, on sait qu'il y a le phénomène des saisons, les climats. Certaines personnes disent très bien qu'ils ont du mal à dormir quand ils sont par exemple en région parisienne, et puis dès qu'ils sont dans une autre région où le climat est plus sain, ils arrivent à dormir sans médicaments. Bon. Et c'est pareil pour les douleurs d'arthrose. Je pense que le climat, les saisons, on connaît des gens qui font des dépressions saisonnières, et lorsqu'ils sont dans des régions un peu plus ensoleillées, eh bien, le soleil modifie leur humeur. On dit aussi que lorsque l'on est dans des journées de pleine lune, on a des modifications de l'humeur. Bon, tout ça, ce sont ce que moi j'appelle les médecines mystères. On ne sait pas exactement comment ça se passe, et moi je préconise qu'on aille dans une recherche plus approfondie sur tous ces mécanismes-là qui engendrent des maladies. Et par exemple, est-ce qu'on peut considérer que l'importance accordée par exemple au régime alimentaire appartiendrait un peu aux médecines douces quelque part? Je parle dans mon livre, je fais un chapitre entier sur le jeûne thérapeutique. Et il a été montré que le jeûne où on réduit son alimentation tout en conservant la boisson, tout en conservant le fait de boire, lorsque c'est un adjuvant aux méthodes, à la chimiothérapie. Lorsque des malades atteints de cancer ont une chimiothérapie, lorsqu'ils pratiquent le jeûne pendant quelques jours, on constate que la chimiothérapie est beaucoup plus efficace, ce qui permet d'avoir une meilleure guérison ou de réduire les doses de chimiothérapie pour une même efficacité, donc moins d'effets secondaires. Donc là aussi, il y a complémentarité entre le jeûne thérapeutique associé à la chimiothérapie, thérapie conventionnelle. Mais pour revenir à un sujet un petit peu délicat, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que des maladies comme le cancer sont liées à des problématiques psychiques? Les causes des cancers ou les facteurs favorisant les cancers sont multiples. On sait par exemple que l'environnement peut provoquer un cancer, la pollution, mais on sait aussi qu'après une rupture sentimentale, après un deuil, on voit les conjoints provoquer un cancer. Le chagrin peut provoquer un cancer. Ça, c'est dans l'induction d'une maladie. Mais il y a aussi ce qui peut provoquer la guérison, c'est justement la recherche d'une sérénité, la recherche de la volonté de guérir. Donc il y a, si vous voulez, face à une maladie, on a la guérison et on a l'antidote. On a l'antidote, voilà, absolument. Et donc c'est ce que j'appelle moi à la fois les médecines mystères, dont on ne sait pas comment ça marche et qui marchent, et puis toutes les sources de guérison. La guérison, elle est multiple, et ce qui nous rend médecins, nous, très humbles et très modestes, parce qu'on croit que c'est nous qui provoquons la maladie, mais on n'est qu'un élément, qu'un maillon de la chaîne, on n'est qu'un petit acteur de la guérison. La guérison, elle est provoquée évidemment par le médecin, mais elle est provoquée aussi par la volonté du malade, par sa volonté de guérir, par ses capacités à faire sortir des forces enfuies en lui. Alors, est-ce que vous, par exemple, vous êtes intéressé à l'histoire de la médecine juive, par exemple? Pas particulièrement, mais dans mon livre, je parle que Maïmonide, par exemple, qui était à la fois grand médecin et philosophe, parle évidemment de la guérison, c'est-à-dire dans l'histoire de la foi. La foi, c'est-à-dire cette conviction profonde que Dieu peut nous guérir. Alors, Dieu avec un grand D, quelle que soit la religion monothéiste, je pense que le fait de croire en une force divine qui peut nous provoquer la guérison est un facteur de stimulation
probablement d'une substance chimique. Dans quelques décennies, on va peut-être se rendre compte que la foi peut provoquer des anticorps ou des substances, des endorphines ou des substances qui vont améliorer la guérison. Donc, depuis le XIIIe siècle, depuis Maïmonide, on sait ça, jusqu'à Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, qui a dit que la foi, c'est pas seulement une question de mystique, ça a aussi des forces biochimiques. Est-ce que ça fait sens de porter des amulettes, des pentacles, des objets comme ça de protection? Ça fait partie, à mon avis, ça fait partie de ces outils thérapeutiques de conviction. Ça aide au processus de guérison. C'est pas en soi une guérison, mais ça aide dans la conviction qu'on veut guérir. Parce que je pense que face à une même maladie, tous les malades ne réagissent pas de la même façon. Il y en a qui veulent guérir, il y en a qui se laissent mourir, et je pense que ceux qui ont vraiment la volonté et le désir profond de guérissent plus vite, et peut-être plus vite que les médicaments. Alors, il y a une question comme ça qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire de l'adjouvance. Est-ce que, par exemple, vieillir, c'est une forme de maladie, quelque part? Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir qu'on freinera le vieillissement, par exemple? On peut, d'ores et déjà, vous-même, par votre mode de vie, par votre hygiène de vie, par votre alimentation, par un exercice physique, par le fait de ne pas vouloir vieillir, vous pouvez, en tous les cas, ralentir le processus du vieillissement. Et tous ceux qui arrivent au-delà de 90 ans, 100 ans, ils disent tous qu'ils ont à la fois fait de l'exercice physique, mais aussi stimulé leur esprit, et puis ils ont cette volonté de bien vieillir, si je peux dire. Voilà, ils sont acteurs de leur propre vie, et ils résistent contre le vieillissement subi. C'est la gériatrie, enfin c'est pas tout à fait ça. Non, c'est-à-dire que le vieillissement est un processus physiologique, naturel, nous vieillissons tous, mais nous pouvons ralentir la vitesse du vieillissement. Et ça dépend, je dirais, ça dépend de vous-même. Ça dépend de vous-même. Donc on a en nous-mêmes des moyens de lutter contre le vieillissement qui est en partie physiologique. Alors il y a deux questions pour terminer. Première question, le feng shui, enfin le déplacement des objets dans son appartement, dans l'orientation du lit, tout ça c'est intéressant, ça joue? C'est-à-dire que la configuration, vous savez que quand par exemple vous rentrez dans une pièce, vous pouvez vous sentir bien, mais vous pouvez vous dire c'est pas une pièce qui soit adaptée. Et il suffit qu'on modifie la position d'un lit, la position d'un fauteuil, changer les tableaux, changer la couleur des murs, mettre des fleurs, et puis tout d'un coup, on a un environnement qui est plus propice à la sérénité et à l'épanouissement. Donc voilà. Vous n'avez jamais arrivé de dire je vais aller voir le malade pour voir comment il vit enfin parfois vous visitez les gens, bien sûr. Oui, mais quand on rentre dans un appartement, bon, évidemment, on ne peut pas dire quel diagnostic on a, mais on a comme ça une connotation, on arrive à faire une sorte de petite description très sommaire du profil psychologique de la personne. Donc ça vaut la peine d'aller chez le patient. Chez le patient, ou de voir même dans son comportement vestimentaire. Ah, oui. Voilà. Sa façon à lui de savoir s'il s'entretient physiquement, il est coiffé, pas coiffé, une femme est maquillée, pas maquillée. Oui. Bon, ça dénote... Surtout si vous l'avez déjà vu à d'autres moments. Absolument. Et ça dénote son mental, si je peux dire, son comportement face à la maladie. Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on est actif? Vous voulez dire par là que quelque part, vous arrivez à deviner assez rapidement, par votre expérience, un petit peu les problèmes ou l'état de la personne qui vient vous voir? Oui, on arrive, par expérience évidemment, à savoir comment la personne va appréhender la maladie. Quelle qu'elle soit, que ce soit un diabète, une hypertension, ce sont des maladies chroniques, le malade va prendre pendant des années, des décennies un médicament,
par son comportement, les questions qu'il pose, par son comportement, on arrive à deviner si le malade va être observant ou pas, s'il va accepter plus facilement la maladie, s'il va se résigner et se laisser aller, ou au contraire, il va se battre. Ou comment il faut lui en parler aussi. Ou comment il faut lui en parler, parce que ça a été montré que si un médecin se montre positif et optimiste, il engendre lui-même une meilleure guérison que si le médecin est lui-même, il n'y croit pas, il est défaitiste ou lui-même déprimé. Donc vous voyez, il y a une interaction entre le médecin et son malade, entre le malade et son environnement, et tout ça rentre en ligne de compte. Je répète, je pense que l'optimisme, l'espoir que l'on peut donner à nos malades, ça fait partie des armes thérapeutiques. C'est pour ça que dans mon livre, toutes ces méthodes-là, je les appelle les thérapeutiques de l'espoir. Il n'y a rien de plus terrible, à mon sens, pour un malade de s'entendre dire « je ne peux rien faire pour vous » ou « il n'y a plus d'espoir ». C'est le tuer à petit feu, quoi. Et donc, notre rôle à nous, médecins, c'est lorsque la médecine classique ne suffit plus, c'est de l'orienter vers d'autres médecines, d'autres thérapeutiques, qui lui permettent, d'autres modes de vie, qui lui permettent de croire en la guérison. Alors maintenant, la question, c'est le domaine de la machine. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus on en a parlé récemment encore, il y a des gens qui inventent des appareils qui permettent de diagnostiquer, oui. Et qui... Alors ça, c'est une autre... ça s'appelle pas des médecines parallèles, mais enfin, c'est des outils, c'est des appareils d'automesure, par exemple de la glycémie, oui. Des appareils d'automesure de la tension artérielle. Ce sont des outils complémentaires qui rendent le malade, en général, acteur de sa maladie, et il arrive à mieux maîtriser sa maladie. Il subit pas, c'est-à-dire qu'il arrive par l'automesure de sa glycémie, de réadapter le traitement. Il devient, je dirais, un peu le collaborateur du médecin, si je peux dire. Voilà, il est acteur et il est partie prenante de sa maladie et de sa prise en charge. Et quand on éduque bien ce genre de patients, eh bien souvent, ils acceptent le fait d'avoir une maladie chronique. Ils ont en général moins de complications. Voilà, ça fait partie de prendre soin, du soin médical. Donc ça, c'est un peu le personnage du patient du XXIe siècle, un petit peu. Oui, je pense qu'on va arriver à ce que de plus en plus, le médecin, le malade devient aussi un partenaire du médecin. Il ne subit plus les événements, c'est plus le médecin qui ordonne, c'est plus le médecin qui dit ce qu'il faut faire. Le malade, en connaissant mieux sa maladie, va pouvoir mieux la maîtriser. Donc, oui, parce qu'en plus, souvent, ils arrivent avec déjà un autodiagnostic. Avec un autodiagnostic où ils ont dit, tiens, avec l'appareil, j'ai trouvé que j'avais des glycémies élevées. Enfin bon, il devient collaborateur du médecin. Et je pense que l'avenir de la relation médecin-malade, ça va être beaucoup sur la relation du dialogue, de la communication, des échanges. C'est fini le médecin qui pense tout savoir, qui ordonne, qui commande. On va arriver vers une médecine beaucoup plus qui est basée sur l'échange, le dialogue. Les sites internet, par exemple, sont des bons moyens pour les malades, pour s'informer, et ils arrivent en consultation, non pas en jouant le savant, mais ça va permettre aux médecins de les éclairer, d'être... voilà, on va devenir à une médecine un peu plus participative. Mais, oui, on pourrait dire aussi quelque part que le temps fait que les gens finissent par guérir d'eux-mêmes. Enfin, c'est un petit peu... Autant une machine, si on n'intervient pas, elle ne va pas s'arranger elle-même. Autant le temps arrange aussi les choses dans le domaine de la souffrance. Oui, c'est-à-dire que il faut laisser du temps au temps, quelque part. Oui, mais la maladie n'est plus mystérieuse, quoi. Voilà. C'est-à-dire que avant, il y avait d'un côté le médecin qui savait tout, le malade qui subissait ce que disait le médecin. Aujourd'hui, on a de plus en plus de malades qui sont de mieux en mieux informés, qui participent à leur guérison, à leur traitement, et je pense que
le malade, il va être aussi, je dirais, son propre médecin. Il participe à la guérison en étant beaucoup plus actif. Mais enfin, si vous voulez, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu polémique, mais vous connaissez la formule dans le roman Knock. Tout important est un malade qui s'ignore. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression quand même que les médecins vivent du fait que les gens considèrent qu'ils sont malades. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer je dirais, dans cette angoisse. Il faut que les outils qu'on met à la disposition des malades servent, à mon avis, plus à rassurer qu'à angoisser. C'est-à-dire que on peut très bien, certains médecins un peu mal intentionnés peuvent fabriquer des malades en jouant sur les peurs, en jouant sur les angoisses. Il suffit d'avoir des personnalités un peu fragiles ou un peu vulnérables et puis qui se mettent à passer dans le cercle vicieux de la maladie, des consultations, des examens complémentaires. Bon, là je parle de médecins un peu pervers. Le rôle d'un médecin, le rôle honnête d'un médecin, c'est justement d'éclairer, d'expliquer, de rassurer le malade, de lui enlever les inquiétudes et non pas de lui provoquer des peurs et des angoisses supplémentaires. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Dr Sauver-Boukris, de votre interview et je souhaite beaucoup de succès à votre livre. Je crois que ce n'est pas le seul que vous ayez fait. Non, c'est mon dixième livre. J'écris des livres qui, en général, attirent l'attention ou un regard un peu critique et lucide sur le système de santé et sur la médecine actuelle. Voilà, je voudrais que mes lecteurs soient un peu plus ouverts et comprennent mieux ce qui se passe en coulisses. D'accord. Enchanté de pouvoir présenter votre œuvre à notre public. Bonne continuation. Merci.